Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Termes et Doctrine. Je suis Maxime Termez, analyste géopolitique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet hautement stratégique, souvent traité de manière sensationnaliste, mais rarement analysé avec méthode. La surprise que pourrait réserver l'Iran aux États-Unis en cas d'attaque directe. Il ne s'agit pas ici de spéculation gratuite. Il s'agit d'examiner froidement les capacités de dissuasion asymétrique que l'Iran a construites depuis des années pour rendre toute frappe américaine extrêmement coûteuse politiquement, militairement et stratégiquement. Capacités balistiques et hypersoniques, drones de saturation, réseaux de bases américaines au Moyen-Orient, vulnérabilité des lignes maritimes, rôle des alliés régionaux du Hezbollah aux Houthis en passant par le Hamas et le djihad islamique palestinien, sans oublier la question d'Israël. Tout cela compose un échiquier explosif. L'objectif de cet épisode est clair, comprendre la logique iranienne de dissuasion. Pourquoi Terre mise sur la multiplication des fronts, la saturation et l'incertitude? Et en quoi cette stratégie vise moins à gagner une guerre qu'à empêcher qu'elle ne commence? Si vous appréciez cette analyse franche et directe, abonnez-vous, likez et laissez votre avis en commentaire. Si l'Iran prépare une surprise en cas d'attaque américaine, ce n'est pas parce qu'il croit pouvoir vaincre les États-Unis dans une guerre conventionnelle. C'est l'inverse. Sa stratégie repose sur une idée simple, froide, rendre le coup d'une frappe américain politiquement et militairement prohibitif en ouvrant simultanément plusieurs théâtres et en saturant les défenses. La première clé, c'est la géographie. L'Iran est un État ancré sur un espace qui commande la zone, le Golfe, la mer d'Oman et surtout le détroit d'Ormuz par lequel transite une part majeure des flux énergétiques mondiaux. Téhéran n'a pas besoin de fermer durablement le détroit pour provoquer un choc. Il lui suffit de créer une incertitude, d'imposer un risque, de rendre la navigation plus coûteuse et plus nerveuse. Et on a déjà vu, y compris dans des épisodes récents, que la question du minage et de la fermeture d'Ormuz reste une option brandie au plus haut niveau, même si elle n'a pas été mise en œuvre jusqu'au bout. La deuxième clé, c'est la doctrine de saturation. L'Iran a construit une panoplie d'outils conçus non pas pour chercher l'affrontement symétrique, mais pour multiplier les dilemmes, drones, missiles balistiques et de croisière, menaces anti-navires et attaques coordonnées. Des sources ouvertes de référence cataloguent l'ampleur et la diversité de l'arsenal iranien et montrent que ces moyens ne sont pas théoriques. Ils ont été mobilisés dans des échanges de feu régionaux ces dernières années, ce qui donne à Téhéran un retour d'expérience précieux. Troisième clé, la vulnérabilité du dispositif américain régional. Les États-Unis ne sont pas seulement une flotte. Ce sont des bases, des hubs, des stocks, des pistes, des radars, des dépôts et une logistique étalée sur plusieurs pays du Moyen-Orient. Dans une crise majeure, l'Iran n'a pas besoin de détruire tout. Il lui suffit de frapper ou de menacer de frapper assez d'éléments pour créer un brouillard stratégique, ralentir l'aviation, perturber la projection et imposer une bataille du tempo. Quatrième clé, la stratégie des fronts périphériques via un réseau d'alliés et de partenaires non étatiques, Hezbollah, Houthis, Hamas, djihad islamique palestinien, que plusieurs centres d'analyse décrivent comme des nœuds majeurs de l'architecture d'influence iranienne. Ce point doit être formulé lucidement. L'Iran n'a pas forcément besoin de donner un ordre unique. Il lui suffit d'un climat régional où les escalades deviennent probables, où les acteurs s'alignent par intérêt, opportunité ou logique de survie. C'est cela la dissuasion par l'incertitude. L'adversaire ne sait pas exactement quel front s'ouvrira ni à quel rythme. Cinquième clé, plus sensible, la dimension technologique et politique de l'ambiguïté. Téhéran revendique des capacités avancées, y compris des missiles qualifiés de hypersoniques dans son narratif. Il existe des débats techniques sur la nature exacte de ces systèmes, mais des analyses et retours au-loin indiquent que l'Iran cherche clairement à compliquer l'interception et à tester ses capacités en conditions réelles. Et c'est ça l'essentiel. Même une capacité imparfaite peut suffire à dissuader si elle augmente l'incertitude sur les pertes possibles. Donc l'axe 1 est clair. La surprise iranienne, ce n'est pas une arme magique, c'est une architecture de riposte multidomaine. Maritime, balistique, drone, proxy et choc économique.
une architecture conçue pour faire comprendre à Washington qu'une attaque ne resterait pas limitée, propre, contrôlable. Elle deviendrait un engrenage. Le cœur de la surprise iranienne en cas d'attaque se joue d'abord dans la région, pas à Washington. Et c'est là que l'architecture américaine est la plus exposée, non pas parce qu'elle serait faible, mais parce qu'elle est étalée, visible et dépendante de la continuité logistique. Premier point, les bases américaines au Moyen-Orient. Elles sont nombreuses, dispersées et elles constituent un dispositif de projection. Or, la logique iranienne n'est pas de détruire toutes les bases, elle est de frapper suffisamment ou de menacer de frapper pour créer une crise de rythme, perturber les sorties aériennes, saturer les défenses, immobiliser des moyens sur la protection et compliquer la montée en puissance américaine. Dans une confrontation, la bataille se gagne souvent sur le tempo, pas sur la destruction totale. Deuxième point, la saturation missile-drone. C'est l'outil asymétrique par excellence. Un drone ou un missile n'a pas besoin d'être parfait pour être utile. Il doit être nombreux, continu et suffisamment imprévisible pour forcer l'adversaire à consommer des intercepteurs coûteux et à multiplier les couches de défense. Et c'est précisément le type de menace que l'on voit revenir au centre des inquiétudes régionales, au point que Washington renforce ses déploiements et ses défenses face à des risques de riposte. Troisième point, la mer comme vulnérabilité. Beaucoup fantasment l'idée de couler un porte-avions en quelques minutes. Là, il faut être rigoureux. Frapper un groupe aéronaval est extrêmement complexe et les capacités réelles varient selon l'environnement, la surprise, la saturation et la défense active. En revanche, ce qui est stratégiquement crédible, c'est la logique iranienne de rendre la mer dangereuse, donc politiquement coûteuse. Missiles anti-navires, drones, moyens côtiers, menaces coordonnées et surtout l'effet psychologique d'une escalade qui ferait monter les pertes potentielles. Les tensions actuelles montrent d'ailleurs que cette dimension est utilisée aussi comme levier narratif et dissuasif. Point le détroit d'Ormuz. Là, l'Iran n'a pas besoin d'une fermeture totale et prolongée pour créer une onde choc mondiale. Il lui suffit d'une perturbation crédible. Le simple risque de mine, d'attaque ponctuelle ou d'incidents répétés peut suffire à faire exploser les primes d'assurance, à ralentir le trafic et à créer une panique sur les marchés. Des analyses détaillent justement comment, même sans bloquer totalement, Téhéran pourrait perturber fortement les flux énergétiques, notamment via des mines et des moyens navals adaptés. Et c'est là que se trouve l'effet stratégique. Hormuz est une arme économique mondiale. Si le trafic ralentit, c'est le prix de l'énergie qui s'emballe. Et si l'énergie s'emballe, c'est la pression politique qui monte immédiatement en Europe, en Asie et même aux États-Unis. Autrement dit, l'Iran n'a pas seulement une riposte militaire, il a un levier systémique. Cinquième point, la doctrine de la multiplication des dilemmes. Face à ce type de riposte régionale, Washington n'aurait pas un seul problème à résoudre, mais plusieurs en même temps. Protéger les bases, sécuriser les navires, maintenir la supériorité aérienne, contenir l'escalade en mer, gérer la pression économique et rassurer les alliés. C'est exactement ce que recherche Téhéran. Transformer une frappe limitée en crise non limitée. La trème dimension de la surprise iranienne en cas d'attaque américaine, ce n'est pas une riposte unique et lisible, c'est la multiplication des fronts. Et ici, il faut parler avec précision. L'Iran n'a pas besoin de déclencher une guerre totale pour créer un choc stratégique. Il lui suffit de rendre la crise ingérable en élargissant le théâtre. Dans l'écosystème régional, Téhéran dispose d'un réseau d'acteurs armés non étatiques, Hezbollah, Houthis, Hamas, Djihad islamique palestinien, dont plusieurs pays classent certains comme organisations terroristes. Le point n'est pas de valider ou d'encourager leur action, mais de constater une réalité géopolitique. Ces acteurs créent des leviers d'escalade, et l'Iran sait que leur simple mobilisation potentielle pèse sur les calculs américains et israéliens. Le premier levier, c'est le front nord d'Israël avec le Hezbollah. Dans toute crise majeure, ce front devient immédiatement central parce qu'il ouvre une équation de saturation, défense antimissile, protection des infrastructures, pression sur les forces terrestres et risque d'embrasement régional.
L'objectif iranien, dans une logique de dissuasion, n'est pas forcément de faire tomber Israël, mais d'augmenter le coût stratégique d'une confrontation, obliger Tel Aviv et Washington à gérer une pression constante avec des impacts économiques, politiques et psychologiques. Le deuxième levier, c'est la mer et les lignes commerciales via les outils. Même sans fermer durablement un passage maritime, la capacité à perturber des routes, à créer de l'incertitude, à provoquer des incidents répétés, suffit à imposer une hausse du risque et une désorganisation logistique. Et dans une guerre moderne, la logistique est la colonne vertébrale de la puissance. L'idée iranienne, là encore, n'est pas la victoire militaire classique, mais l'asphyxie graduelle du temps adverse. Le troisième levier, c'est la dynamique palestinienne, où l'Iran peut chercher à profiter d'une tension déjà existante pour alimenter une crise plus large. Dans ce scénario, la question n'est pas de savoir si Téhéran contrôle totalement ses acteurs. La question est de comprendre qu'en situation de choc, le système régional fonctionne souvent par résonance. Une frappe en entraîne une autre, un front s'active, l'escalade devient plus probable et Washington perd la capacité de calibrer finement. Et c'est exactement l'intérêt stratégique pour l'Iran, transformer une attaque contre lui en crise régionale où l'Amérique se retrouve à devoir simultanément protéger ses bases, rassurer ses alliés, soutenir Israël, sécuriser les routes maritimes et gérer une montée des prix de l'énergie. C'est la guerre du multidilemme. On ne bat pas une superpuissance par la force brute. On la bat en lui imposant trop de problèmes en même temps. Enfin, il y a un point central. Cette stratégie vise autant l'opinion publique que le champ militaire. Les États-Unis peuvent absorber des coups, mais ils absorbent beaucoup moins bien les crises longues, diffuses, politiquement toxiques et économiquement perturbatrices. Téhéran le sait. Sa dissuasion est construite pour produire un message. Si vous frappez, vous ne contrôlerez pas la suite. La vraie surprise iranienne en cas d'attaque américaine n'est pas forcément un coup spectaculaire. C'est une architecture d'escalade graduée conçue pour créer un doute permanent chez Washington. Où s'arrête la poste? Sur quel front? À quel coût? Avec quel calendrier? L'Iran raisonne en dissuasion, pas en conquête. Les documents et évaluations occidentales eux-mêmes décrivent une stratégie iranienne, fondée sur la dissuasion par la capacité de représailles, combinant moyens conventionnels, guerres irrégulières et réseaux de partenaires régionaux. Autrement dit, Téhéran n'a pas besoin de gagner militairement. Il doit simplement rendre la victoire américaine trop chère, trop instable, trop politiquement toxique. C'est ici que la question des systèmes dits hypersoniques doit être remise à sa place. Le narratif iranien est très offensif, mais les analyses sérieuses tendent à rappeler que l'enjeu principal n'est pas la magie technologique, c'est la capacité à complexifier l'interception, à saturer, à imposer l'incertitude sur les pertes possibles, notamment contre des cibles régionales et des infrastructures. Sur la nature exacte de certains systèmes iraniens, des évaluations comme celle de l'ISS invitent à sortir de l'IP et à distinguer les concepts. Dans une logique de dissuasion, la nuance technique importe moins qu'un fait stratégique. Si l'adversaire croit que le risque augmente, il hésite davantage. Le second niveau, c'est l'économie mondiale comme théâtre. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un passage maritime, c'est un levier systémique. Une fermeture totale est souvent jugée probable, mais des analyses soulignent qu'une perturbation majeure reste plausible et suffirait à produire un choc énergétique et politique. Et c'est exactement le type de levier qui transforme une frappe limitée en crise globale. Prix de l'énergie, assurance maritime, nervosité des marchés, pression sur les alliés, fractures diplomatiques. Une guerre moderne se perd parfois sans perdre une bataille, simplement parce que le coût économique et politique devient insoutenable. Trème niveau, la gestion de la montée aux extrêmes. L'Iran sait qu'il existe une ligne rouge centrale. Pousser la confrontation jusqu'à une logique d'anéantissement ouvrirait une séquence incontrôlable. C'est pourquoi, dans la plupart des lectures stratégiques, la riposte iranienne la plus crédible est régionale, multifront, graduée, calibrée pour durer plutôt qu'un saut immédiat vers l'irréversible.
Les débats et déploiements récents autour d'une présence navale américaine accrue et des menaces de groupes armés pro-iraniens rappellent précisément que la crainte occidentale porte sur l'embrasement régional et la multiplication des fronts. Enfin, concernant l'idée d'action directement sur le sol américain ou de frappe intercontinentale, ce sont des scénarios extrêmes et je ne détaillerai rien qui s'apparente à des modes opératoires ou à des projections opérationnelles. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que la dissuasion fonctionne aussi par l'ambiguïté. Laisser planer certaines possibilités sans les rendre centrales afin d'augmenter l'incertitude dans l'esprit adverse. En réalité, le cœur de la stratégie iranienne reste d'abord de tenir, de résister et de faire hésiter, pas de franchir des seuils qui déclencheraient une réponse écrasante. Un État asymétrique ne cherche pas la bataille décisive, il cherche le piège stratégique, celui où la superpuissance découvre que frapper est facile, mais contrôler la suite est impossible. Mon avis est net. L'Iran ne cherche pas une guerre frontale avec les États-Unis. Il cherche à rendre l'idée même d'une attaque trop coûteuse. Sa surprise n'est pas une arme magique. C'est une stratégie de dissuasion fondée sur la saturation, la multiplication des fronts, l'incertitude et la capacité à transformer une frappe limitée en crise régionale et économique beaucoup plus large. L'ouverture stratégique est simple. Au Moyen-Orient, la force brute ne suffit plus. Ce qui compte, c'est la capacité à contrôler l'escalade, et c'est précisément là que se situe le danger. Une confrontation peut commencer par un calcul rationnel et se terminer par une chaîne d'événements que plus personne ne maîtrise. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain sur Termes et Doctrine.